Il y a de la magie dans l'hypnose. Il y a aussi de la magie dans les contes. Qu'est-ce qui fait que l'histoire de La Belle au bois dormant nous marque? Il n'a pas fallu attendre le long métrage de Disney pour que ce conte se propage partout. Il est connu dans tous les pays, en Angleterre, en France, en Allemagne. C'est vraiment un conte qui a marqué l'enfance d'absolument tout le monde. Et Disney s'en a emparé et a fait un monument du dessin animé, du long métrage d'animation. Et je ne pouvais pas passer à côté, je ne pouvais pas ne pas adapter La Belle au bois dormant en hypnose. Surtout que La Belle au bois dormant, c'est une histoire de somnifères, de soporifiques, des gens qui s'endorment. Franchement, ça, ça, ça s'accorde pas mal avec ma chaîne, qu'en pensez-vous? C'est plutôt bien. Donc j'ai eu à cœur voilà, d'adapter ce long métrage qui est l'un de mes préférés. Je le fais dans le cadre de 7 séances d'hypnose autour des classiques de Disney. La raison pour laquelle je fais cette séance à la suite, hein, dimanche, lundi, mardi, mercredi, etc., c'est que sort le 20 octobre mon deuxième livre, Être zen, ça s'apprend. Et je me disais que quitte à faire un petit peu d'autopromotion, il faudrait que je vous prie de m'excuser en faisant eh bien, des vidéos un petit peu pour compenser. Voilà, c'est jamais très agréable quand on entend de la publicité. Donc en face, j'ai décidé de faire quelque chose de sympa. J'avais jamais fait comme ça cette vidéo d'un coup. C'est vraiment beaucoup de travail et je pense pas que je recommencerai d'ici peu de temps. Ça fait à peu près 7 heures d'enregistrement. C'était colossal. Mais bon, ça vaut le coup. Je me suis fait plaisir en utilisant les trésors de l'enfance. Et je me suis dit que c'était voilà, une manière sympa de communiquer sur Être zen, de communiquer sur Bien dormir ça s'apprend qui sort en poche. Et voilà, si vous voulez me rendre un petit service, rien ne vous y oblige, allez sur les sites comme Décitre, la Fnac, Amazon, allez voir mon livre, y jeter un coup d'œil parce que c'est comme ça en fait qu'il gagne en visibilité. Après, les sites en achètent davantage. Bon, bref, c'est comme ça qu'on lance un bouquin. Moi, j'y connaissais rien avant de lancer le premier. Et n'hésitez pas aussi à le précommander. Pareil, ça aide le livre à vivre, à se développer, à se faire connaître. Et bon, bah, si vous le faites, je serai très reconnaissant. Et si vous ne le faites pas, eh ben, je serais tout aussi reconnaissant et heureux que vous utilisiez ma chaîne et mes séances d'hypnose. Le but de cette chaîne, ça a toujours été d'offrir du contenu gratuit et utile. Et ça ne va pas changer. Voilà, exceptionnellement, je parle un petit peu du livre, mais comme je vous le disais, j'essaie de me faire pardonner juste après. Donc, si vous êtes prêts, eh bien, comme d'habitude, installez-vous confortablement. Il n'y a rien à faire. Et l'hypnose va vous emporter dans le merveilleux, dans les légendes, les contes. Et vous allez vivre dans le monde de La Belle au bois dormant. Avant d'entrer véritablement dans le conte de Charles Perrault, car c'est l'histoire de La Belle au bois dormant que vous allez pouvoir bientôt vivre, il convient d'abord d'entrer en transe. Et c'est certainement la partie la plus facile. Il n'y a pas d'effort à faire, seulement à se laisser porter par ma voix, comme si je vous lisais justement ce conte. Et puis à un moment, vos yeux auront envie de se fermer, et à ce moment-là, vous serez dans ce que l'on appelle, avec ce mot un peu vieilli, la transe. Et d'ici là, il n'y a pas d'effort à faire. Vous l'aurez compris, c'est aussi simple donc qu'écouter une histoire. Laissez-vous porter par ma voix et, à certains moments bien sûr, votre attention décrochera parce que vous serez en transe. Vous oublierez certains mots, certaines phrases,
Et c'est très bien comme ça. Cela va vous aider à décrocher et à entrer dans cet état propice au changement qu'est la transe et qui vous aidera non seulement à être de plus en plus calme, mais aussi à dormir. La répétition est la clé pour construire en vous un réflexe de calme et de sommeil, mais aussi pour entrer de plus en plus rapidement et facilement en transe. Essayez, si vous le pouvez, d'écouter cette séance tous les soirs. Et puis maintenant, installez-vous confortablement. Prenez cette position que vous utilisez pour dormir et essayez de regarder un point, peu importe lequel, avec un regard doux. Vous avez un petit peu cette manière de plisser les paupières pour mieux écouter, pour mieux se laisser transporter par la voix. Et lorsque l'état hypnotique viendra, peut-être rapidement au chiffre 5 ou au chiffre 1, ne luttez pas, laissez vos paupières se fermer tout à fait pour ressentir une sorte de repos, de calme intérieur qui va s'approfondir bien sûr pour devenir cet état modifié de conscience caractéristique de l'hypnose. 5. Vous écoutez ma voix qui va se préciser en vous pour vous guider, qui va devenir de plus en plus précise jusqu'à prendre presque toute la place et faire naître en vous une expérience aussi puissante que relaxante qu'est l'hypnose. Mais c'est quelque chose de progressif. Il suffit de se laisser porter, d'observer déjà ce processus d'intériorisation si caractéristique de l'hypnose. C'est par exemple votre respiration qui est devenue plus profonde, plus lente, plus calme, un peu comme la respiration de quelqu'un absorbé à l'étude ou à jouer à un quelconque jeu, absorbé peut-être dans le cadre d'une contemplation. Et puis ce sont aussi les sensations du corps qui vont devenir de plus en plus précises. C'est comme si on arrêtait de se perdre à observer l'extérieur, à l'analyser, à réfléchir. Et comme si toute cette énergie passait d'une pensée consciente à une imagination inconsciente. Et c'est un processus. Vous allez pouvoir le ressentir de plus en plus, même si, encore une fois, rien ne presse. Nos états émotionnels sont très liés à la respiration. Et c'est pour cela que je vais vous inviter à prendre 2 inspirations profondes. Une première, puis une seconde, et à laisser votre respiration s'approfondir toute seule. Comme ça, calmement, profondément, et à accueillir le calme que cela va apporter, une seconde respiration. Et ensuite, pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, votre respiration va devenir toujours plus profonde. Et pendant que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes, cette respiration devient aussi plus calme et encore plus lente. Et vous pouvez sentir ce passage de l'air dans les narines, dans les poumons. Et cela forme comme des racines de calme qui vous ancrent dans le temps présent et qui vous permettent de vous laisser porter encore davantage par ma voix. Et c'est tout naturellement que le corps se détend de plus en plus à son rythme pour entrer en transe. 4. Et d'autres sensations s'installent, mais elles s'installent toutes seules à leur rythme.
porté par l'inconscient, accompagné par ma voix dans ce processus d'hypnose. C'est votre respiration qui devient plus lourde, plus profonde, plus calme. C'est aussi le poids des bras, des jambes, du corps entier, un peu comme si le corps s'abandonnait, se laissait porter, dériver par l'hypnose, pour laisser l'esprit, lui, léger, volter, flotter, planer peut-être même bientôt, dans une rêverie des plus agréables. Tout cela progressivement, bien sûr, encore et toujours. Et même si à certains moments la pensée analyse, parfois se bloque inutilement, et bien malgré tout, le corps lourd et calme se relaxe. Le corps lourd qui pèse sur le lit lourd, le lit confortable, calme, qui pèse de tout son poids sur le sol, et on continue pour rêver plus loin. Le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison. Les fondations de cette maison solidement ancrées sur la ville solidement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie solidement ancrée dans l'univers solidement ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et il y a un mystère dans les contes comme il y a un mystère dans l'hypnose. Il y a dans les contes des symboles qui nous marquent, qui franchissent les années de nos vies, les siècles, sans jamais se démoder. Il y a quelque chose d'inaltérable dans les contes. Il y a aussi, je le pense, des graines de changement qui s'installent en vous, en moi, en nous. Une sagesse qui se distille un peu à la manière de l'hypnose, sans qu'on s'en rende compte parfois, parce que l'on est pris par l'histoire. Eh bien, des leçons de vie, de prudence, des symboles dont on a du mal à percevoir la portée exacte et toutes les interprétations possibles. Tout cela s'installe et crée en nous finalement quelque chose dont la valeur est profondément initiatique, en cela qu'elle nous change par l'expérience de l'écoute du conte. Et dans cette écoute, la respiration devient plus profonde, plus calme. On se laisse porter, on rêvasse. Et lorsque l'on écoute un conte lors d'une veillée près d'un feu, qu'on entend le feu de bois, son crépitement, la voix du conteur, on est là et pas là, le corps est calme, lourd comme il est actuellement dans ce lit, calme et lourd et de plus en plus en transe, et l'esprit ailleurs flotte et vole et vit mille aventures, celles du conte et parfois d'autres aventures, car la rêverie peut dépasser le cadre du conte, et c'est comme une sorte de rêve éveillé, en cela que l'esprit crée spontanément une histoire, un film, une vie, une réalité même, sans qu'il soit besoin de faire d'efforts conscients. Alors, entre la perception consciente et la révélation inconsciente, entre le côté réel, structural ou imaginaire de la perception des contes, et au-delà de l'interprétation
dans la perception justement de ce côté inaltérable, dans les changements de surface, mais aussi cette chose assez étonnante qui veut que la réinterprétation finalement fasse rejaillir davantage la pureté d'une histoire et de ses symboles. Lorsque le temps passe et que la transmission orale, puis la transmission écrite, puis la transmission dans les films aussi, et parfois dans les contes audio, dans ce que cela représente, dans cette distinction subtile entre votre corps qui entre de plus en plus en transe et votre esprit qui s'évade tout aussi en transe et dans l'hypnose, mais dans quelque chose de plus léger, joyeux, coloré et vivant. Alors, se référant chacun à sa place, à son ordre, à sa manière de se dire, de se voir, de se conceptualiser ou non, pas se conceptualiser, plutôt se vivre donc. Dans ses repères, dans cette manière qu'a l'un de servir de contre-champ et l'autre de contrepoint, cette manière finalement aussi d'une certaine façon de zoomer, dézoomer sur le sens, sur l'action, la manière qu'a le temps de se contracter ou de se dilater, et ce que les ellipses créent aussi de suspense et l'évocation aussi par touche de la magie, comme une sorte d'évidence des contes. D'une manière aussi évidente, vous entrez encore plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors, que faire? Ce faisant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. Alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. 1. Les yeux fermés, maintenant vous êtes dans une transe agréable, et le temps qui passe et ma voix qui guide et votre respiration qui berce, tout cela va vous faire entrer dans une transe encore plus profonde et douce. Alors, dans ce calme qui se développe de plus en plus en vous et s'installera bien au-delà de l'hypnose dans votre vie quotidienne, dans ces changements aussi que votre inconscient va mettre en place de sa propre initiative et selon son propre agenda, son propre rythme, vous entrez de plus en plus en transe. Et sans qu'il soit besoin de le dire, de l'exprimer, de le ressentir même pour celui qui dit, et aussi parfois pour celui à qui l'on dit, et dans ses repères aussi, ceux que l'inconscient donne presque sous la forme de signes, des signes plus ou moins évidents au travers du corps et parfois des signes dans la spontanéité de nos comportements et dans finalement la sélectivité et les transformations qu'apporte au monde notre regard. Et c'est pour cela que peu importe si l'on écoute plus ou moins, si l'on est plus ou moins déjà fortement en transe, en tout cas on entrer plus en transe. Et dans ces allers-retours permanents entre le signifiant et le signifié, entre le sens induit et le sens manifeste, entre ce que l'on dit de la chose et les choses, les noms, les mots étant en eux-mêmes des vases porteurs de sens multiples, il y a en quelque sorte un millefeuille de signifiance, mais aussi d'interprétation, mais aussi de sens. Et quand cela rejoint une subjectivité et crée en cela l'expérience,
Et toute expérience est initiatique en cela qu'elle nous transforme, un peu, beaucoup, sur le coup, parfois d'une manière différée. Et alors là, le souvenir, la réinterprétation par le souvenir, ajoute encore une couche pour créer une sorte de filtre. Filtre de changement, filtre d'évolution, progression vers le calme, et ce que l'on pourrait appeler aussi une sorte de sagesse, ou en tout cas d'adaptation, d'adéquation entre sa perception du monde, sa philosophie et le ressenti de sa vie et de son expérience. Et c'est là que l'on retourne comme une sorte, peut-être même d'éternel retour, en tout cas, comme un Ouroboros, le cercle se replie sur lui-même et l'on recommence à nouveau. Mais Eadem Sedalita, les mêmes choses mais autrement, car à chaque fois, si les choses peuvent se ressembler, dans leur manière de se coordonner, dans le ressenti qu'on en a et surtout dans l'évolution que cela apporte, entrez plus en transe, calmement, profondément, tranquillement, comme cela, à votre rythme, c'est très bien. Alors, guidé par le son de ma voix, il est temps que se crée en vous l'histoire de la Belle au bois dormant, telle que Charles Perrault l'a écrit en 1697, et surtout telle que votre inconscient va vous la faire vivre, cette histoire. Les images, les sons, les sensations vont se préciser et vous allez pouvoir rentrer littéralement à l'intérieur de l'histoire. Et elle va pouvoir vous entourer et vous serez tantôt simplement un peu flottant comme un esprit, observant et vivant les choses intensément et parfois, si vous le souhaitez, acteur de cette rêverie, car l'hypnose ressemble beaucoup au rêve et on peut soit être un personnage, soit un observateur, soit ressentir les choses. Tout est possible. Et c'est votre inconscient en fonction de vos besoins, aussi invité en cela par ma voix, qui va construire cet univers pour vous au fur et à mesure. Parce que les sons, les sensations, les images vont se préciser donc. Et aussi parfois les goûts, les odeurs. Alors il est temps de commencer ce conte et de laisser ensuite votre inconscient créer et le décor et la vie. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait dire. Enfin, pourtant, il leur naquit une fille. On fit un beau baptême, on donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays, il s'en trouva 7, afin que chacune d'elles, lui faisant un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eut, par ce moyen, toutes les perfections imaginables. À ce propos, à propos d'imagination, laissons votre inconscient construire autour de vous ce magnifique château, ce roi et cette reine que l'on imagine nobles et si heureux d'avoir enfin un enfant. Laissons votre inconscient créer cet endroit merveilleux et y distiller la magie nécessaire à la présence des fées. Imaginons aussi la joie de ses parents, la joie peut-être d'un royaume entier, et laissons tout cela nous toucher pour pouvoir se détendre davantage et entrer encore plus en transe.
Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique, avec un étui d'or massif où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau de fin or, garni de diamants et de rubis. Mais comme chacun prenait place à table, on vit y entrer une vieille fée qu'on n'avait point priée, parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était sortie d'une tour et qu'on la croyait morte ou enchantée. Mais avant que dans cette histoire, le malheur n'arrive, prenons le temps d'imaginer, de vivre un festin, un banquet pour les fées. Il y a, je pense, que vous pouvez le ressentir maintenant, le laisser même croître en vous. Un plaisir profond, quand on est enfant, à imaginer les trésors, à imaginer cette cuillère, cette fourchette, ce couteau en or, les diamants et les rubis. Ce n'est pas vénal, c'est vraiment une sorte de fascination pour l'idée du trésor. Et c'est amusant comme les trésors vont bien avec la magie. On raconte que les trésors peuvent être gardés par un dragon, et pour plaire aux fées, on leur offre un trésor. Il y a toujours des trésors dans les contes de fées, il y a toujours de la magie. Et entre la beauté de ce château, la joie de cette naissance, ce parfum de magie distillé par ces fées, ces 7 fées, et en plus, ce plaisir des trésors, sentez comme votre cœur s'apaise et se réjouit, et laisse monter en lui le même plaisir que vous aviez enfant. Et c'est parce que vous êtes porté par ce plaisir, protégé par ma voix et l'hypnose, que l'histoire peut continuer, et les choses tristes ou inquiétantes semblaient bien lointaines. Cependant les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune lui donna pour don qu'elle serait la plus belle personne du monde. Celle d'après qu'elle aurait de l'esprit comme un ange. La troisième qu'elle aurait une grâce admirable à tout ce qu'elle ferait. La quatrième qu'elle danserait parfaitement bien. La cinquième qu'elle chanterait comme un rossignol. Et la sixième qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments dans la dernière perfection. Et vous, quels sont les dons que vous avez eus en partage? Oh bien sûr, vous n'avez peut-être pas eu de fée marraine, mais je suis certain que vous avez des dons, petits ou grands, que vous appréciez ou pas, connus ou méconnus. Quels sont ces dons que vous avez? Que faites-vous bien? Quelles sont ces qualités que vous avez? J'aimerais simplement que, pendant cette prochaine minute, vous puissiez les ressentir, ces dons, et que vous puissiez déjà vivre à l'avance ce que cela donnera lorsque, grâce à cette hypnose, vous les assumerez davantage, vous en aurez davantage conscience et vous aurez à cœur de les développer, car c'est en développant ces talents, ces dons, que l'on parvient à une réelle plénitude. Et ce sont ces graines que j'aimerais semer dans votre inconscient. Prenez le temps, peut-être même plus qu'une minute, 2 minutes, et laissez votre inconscient vous faire percevoir de quelle manière vos dons assumés vont continuer à vous transformer. Je me tais quelques instants et laisse votre inconscient construire cette expérience, ce que ces dons
vont vous apporter. Pendant que votre inconscient va continuer à installer ces changements en vous, continuons cette histoire. Le rang de la vieille fée étant venu, elle dit en branlant la tête encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse se percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie, et il n'y eut personne qui ne pleura. Dans ce moment, la jeune fée sortit de derrière la tapisserie et dit tout haut ces paroles. « Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra point. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais, au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. » Le sentez-vous, ce sommeil profond qui s'installe progressivement en vous. Bien longtemps, on a comparé l'hypnose à un sommeil, le sommeil hypnotique. On a même cru que c'était le même état. Et c'est vrai qu'on peut les confondre. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, le conscient s'endort. Le corps aussi s'engourdit dans le calme, de plus en plus calme et tranquille, le corps lourd aussi. Et c'est normal que le corps ainsi s'en sommeille, et que bientôt le sommeil de la nuit viendra vous prendre. Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit par lequel il défendait à toute personne de filer au fuseau, ni d'avoir des fuseaux chez soi, sur peine de vie. Au bout de 15 ou 16 ans, le roi et la reine étant allés à une de leurs maisons de plaisance, il arriva que la jeune princesse, courant un jour dans le château et montant de chambre en chambre, alla jusqu'au haut d'un donjon, dans un petit galetas, où une bonne vieille était seule à filer sa quenouille. Cette bonne femme n'avait point ouï parler des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau. « Que faites-vous là, ma bonne femme ?» dit la princesse. « Je file, ma belle enfant, » lui répondit la vieille qui ne la connaissait pas. « Ah, que cela est joli !» reprit la princesse. « Comment faites-vous ? Donnez-moi que je voie si j'en ferais bien autant. » Elle n'eut pas plus tôt pris le fuseau que, comme elle était fort vive, un peu étourdie, et que d'ailleurs l'arrêt des fées l'ordonnait ainsi, elle s'en perça la main et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, cria au secours. On jette de l'eau au visage de la princesse, on la délace, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie, mais rien ne la faisait revenir. Alors le roi, qui était monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées, et jugeant bien qu'il fallait que cela arrivât, puisque les fées l'avaient dit, fit mettre la princesse dans un bel appartement du palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. On eût dit d'un ange, tant elle était radieuse, car son évanouissement n'avait point ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues étaient incarnates et ses lèvres comme du corail.
Elle avait seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était pas morte. Il y a une douceur à contempler la beauté endormie. Cette beauté qui reste identique. C'est un peu le même bonheur que l'on peut avoir à observer une belle peinture. On peut s'absorber dans sa contemplation, la regarder longuement. Alors j'aimerais que votre inconscient vous fasse imaginer cette belle jeune fille, à l'air si calme, si doux, sereine, qui dort. Il y a quelque chose d'agréablement contagieux à observer la tranquillité chez quelqu'un d'autre, à observer aussi le sommeil quand il est doux et profond. Cela donne envie de se détendre davantage, de laisser le corps peser davantage et de se laisser porter par ces sensations douces. Qu'ils sont heureux ceux qui savent contempler, mais c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir développer dans votre vie. Qu'y a-t-il autour de vous, près de votre maison? Une chose que vous pourriez fréquemment aller contempler. Un paysage peut-être, ou quelque chose d'autre. Laissons votre inconscient choisir quelque chose que vous pourriez contempler. C'est peut-être un livre chez vous, c'est peut-être autre chose. Et à chaque fois que vous réécouterez cette séance, vous pourrez soit contempler cette même chose, soit une autre, et observer au fur et à mesure que vous serez de plus en plus capable de contempler. Je vous laisse quelques instants, ou plutôt je laisse quelques instants à votre inconscient pour vous faire vivre à l'avance ce que vous pourrez ainsi contempler. C'est très bien. Que continue l'histoire. Le roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos, jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir 100 ans était dans le royaume de Mataquin, à 12 000 lieues de là, lorsque l'accident arriva à la princesse. Mais elle en fut avertie en un instant par un petit nain qui avait des bottes de 7 lieues. C'étaient des bottes avec lesquelles on faisait 7 lieues d'une seule enjambée. Vous les connaissez sûrement, ces bottes de 7 lieues. Le petit Pousset en a volé à l'ogre. Et si votre inconscient prenait le temps maintenant d'imaginer la plus formidable des promenades, vous, chaussés de la botte des 7 lieues, vous savez, ces bottes qui peuvent être gigantesques ou toutes petites en fonction de qui les chausse, et qui permettent de faire les plus grandes enjambées que l'on puisse imaginer. 7 lieues d'un coup, en une seule enjambée. À quoi ressemblerait votre promenade? Combien d'enjambées faudrait-il pour sortir de la ville où vous habitez? En combien d'enjambées trouveriez-vous la plus belle des campagnes, la plus belle nature? Combien d'enjambées encore pour atteindre la mer? Combien d'enjambées pour découvrir un autre pays, un autre continent? J'aimerais laisser 2 minutes à votre inconscient pour faire vivre cette balade extraordinaire. Et encore une fois, chaque fois que vous endormirez avec cette hypnose,
À chaque fois, si votre inconscient le souhaite, cette balade pourrait être différente, mais toujours aussi merveilleuse, relaxante et joyeuse. Je vous accompagne en silence. Très bien. L'histoire peut continuer. La fée partit aussitôt et on la vit au bout d'une heure arriver dans un chariot tout de feu, traîné par des dragons. Le roi alla lui présenter la main à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu'il avait fait, mais comme elle était grandement prévoyante, elle pensa que, quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée toute seule dans ce vieux château. Voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château, hors le roi et la reine, gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre, gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, galopin, garde, suisse, page, valet de pied. Elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries, avec les palefreniers, les gros matins de la basse-cour et la petite Pouf, petite chienne de la princesse qui était auprès d'elle sur son lit. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous, pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse, afin d'être tout prêts à la servir quand elle en aurait besoin. Les broches même, qui étaient au feu, toutes pleines de perdrix et de faisans, s'endormirent, et le feu aussi. Tout cela se fit en un moment. Les fées n'étaient pas longues à leur besogne. Et si, ce soir, vous aussi, deveniez une fée, et si par la puissance de votre baguette magique, vous endormiez toute la ville autour de vous, vos proches, peut-être, dans votre maison, les gens, les voisins, les autres personnes dans la ville, si vous endormiez jusqu'au feu de signalisation, jusqu'aux voitures, laissez votre inconscient vous faire vivre cela et sentez de quelle manière, à mesure que vous endormez, la ville autour de vous, vous aussi, plongez dans une sorte de sommeil extrêmement doux. Les images, les sons, les sensations vont se préciser et vous allez pouvoir vivre cette merveilleuse fantaisie alors que pendant 2 minutes encore, ma voix fait silence pour que vive en vous le rêve.
Alors le roi et la reine, après avoir baisé leur cher enfant sans qu'elle s'éveillât, sortirent du château et firent publier des défenses à qui que ce soit d'en approcher. Ces défenses n'étaient pas nécessaires, car il crut dans un quart d'heure tout autour du parc une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces et d'épines entrelacées les unes dans les autres, que bête ni homme n'y aurait pu passer, en sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours du château, encore n'était-ce que de bien loin. On ne douta point que la fée n'eût encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu'elle dormirait, n'eût rien à craindre des curieux. Au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait alors et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que des tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu'il en avait ouï parler. Les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits, les autres que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait et que là il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour les pouvoir manger à son aise et sans qu'on le pût suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Le prince ne savait qu'en croire lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit « Mon prince, il y a plus de 50 ans que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, qu'elle y devait dormir 100 ans et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle était réservée. » Le jeune prince à ce discours crut, sans balancer, qu'il mettrait fin à une si belle aventure et résolut de voir sur le champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il vers le bois que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Il marche vers le château qu'il voyait au bout d'une grande avenue où il entra, et, ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ces gens ne l'avait pu suivre, parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé. Il ne laissa pas de continuer son chemin. Il entra dans une grande avant-cour où tout ce qu'il vit d'abord était capable de glacer de crainte. C'était un silence affreux. L'image de la mort s'y présentait partout, et ce n'étaient que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui paraissaient morts. Il reconnut pourtant bien au nez bourgeonné et à la face vermeille des Suisses qu'ils n'étaient qu'endormis, et leur tasse, où il y avait encore quelques gouttes de vin, montrait assez qu'ils s'étaient endormis en buvant. Il passe une grande cour pavée de marbre. Il monte l'escalier. Il entre dans la salle de garde, qui était rangée en haie, la carabine sur l'épaule et ronflant de leur mieux. Il traverse plusieurs chambres, pleines de gentilshommes et de dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entre dans une chambre toute dorée, et il voit sur un lit dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, une princesse qui paraissait avoir 15 ou 16 ans, et dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et en admirant, et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla et, le regardant, « Est-ce vous, mon prince ?» lui dit-elle. « Vous vous êtes fait bien attendre. » Le prince, charmé de ces paroles, ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Ses discours furent mal rangés. Il était plus embarrassé qu'elle, et l'on ne doit pas s'en étonner. Elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à lui dire. Cependant tout le palais s'était réveillé avec la princesse. Chacun songea à faire sa charge, et il mourait de faim. La dame d'honneur, pressée comme les autres, s'impatienta, et dit tout haut à la princesse que la viande était servie. Le prince aida la princesse à se lever, elle était tout habillée, fort magnifiquement, mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme Mère Grand, et qu'elle avait un collet monté. Elle n'en était pas moins distinguée. Ils passèrent dans un salon de miroirs et y soupèrent. Servis par les officiers de la princesse, les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais excellentes, quoiqu'il y eût près de 100 ans qu'on ne les joua plus. Et après souper, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château.
Et c'est ainsi que se finit pour vous le conte. Maintenant, je vais laisser votre inconscient continuer à vous faire vivre l'histoire. Vous pourrez, si votre inconscient le souhaite, continuer cette grande balade en bottes de 7 lieues. Vous pourrez, si vous le souhaitez, continuer à endormir de votre baguette magique tout ce qui vous plaira, ou bien, avec ces baguettes, faire 1000 tours, créer 1000 choses merveilleuses, ou bien simplement errer dans les allées du château et observer toute cette vie endormie, jusqu'aux oiseaux endormis sur les branches, jusqu'aux animaux sauvages endormis, jusqu'à la belle princesse endormie. C'est la fantaisie de votre inconscient qui en décidera, et pendant ce temps-là, mes mots ne seront plus consacrés qu'à vous permettre d'entrer plus profondément en transe dans le sommeil de l'hypnose, et ensuite dans le sommeil de la nuit. Les silences se feront plus nombreux, alors que vous entrerez tout à fait et dans l'hypnose, et dans l'histoire, et dans la nuit, et le sommeil, et le rêve, les rêves, dont vous sentirez la présence, anticipant cela dans l'hypnose déjà, le sommeil de la nuit. Alors, pendant que la respiration est profonde, profondément calme et lourde donc, au-delà du temps qui passe, de la manière qu'a aussi le temps de se constituer, de recevoir finalement en sa propre substance et selon sa propre essence. Le calme, la respiration plus lourde, plus profonde, plus sereine. Alors guidé, épaulé même parfois, dans le ressenti, dans la musique douce d'une voix lente et calme, sereine, vous êtes de plus en plus serein, calme, ensommeillé en transe, dans la plus douce des torpeurs rêveuses, guidé par cette sensation parfaitement somnifère, soporifique. Alors, le corps se détend, la respiration s'approfondit, et il ne reste plus qu'à votre inconscient à continuer à vous guider jusqu'au sommeil.